Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du mensuel, le magazine parlé du Centre Pompidou. Dans un essai demeuré célèbre, publié en 1966 et intitulé The Art of Memory, l'art de la mémoire, l'historienne britannique Frances Yates retrace la manière dont, depuis l'Antiquité, l'Occident a développé une série de techniques pour cultiver le souvenir. Imaginez, vous êtes un orateur romain ou une oratrice, vous devez prononcer un long discours à la tribune et il vous faut parler sans notes. Comment allez-vous faire pour vous rappeler à la fois les étapes de votre propos et puis l'ordre savant dans lequel vous avez envie de les aborder? C'est simple, dit Cicéron. Il suffit de vous figurer une maison. Par exemple, votre maison d'enfance, vous la connaissez par cœur. Dans chacune des pièces, vous allez par l'imagination implanter une image qui renvoie à l'un des passages du propos que vous allez aborder. Une fois à la tribune, il vous suffira de parcourir dans votre tête cet espace, ces espaces si connus, et vous retrouverez les images et votre discours se déroulera tout seul. Vous serez, c'est le cas de le dire, comme chez vous. Mais si cela marche si bien, s'il n'y a rien de tel qu'une maison pour vous remettre les choses en tête, c'est peut-être que la mémoire est déjà en elle-même une affaire d'espace et une affaire d'image, une affaire de maison. On est apparemment assez loin de la bande dessinée. En fait, pas du tout. Si l'œuvre de notre invité est immense et célébrée partout dans le monde, c'est que Chris Ware a en quelque sorte creusé sous les fondations des conventions graphiques qui organisent la bande dessinée. Ce qu'il a trouvé, c'est ce lien cultivé depuis 20 siècles entre la question de l'architecture, la question des images et la question de la mémoire. Ce lien établi entre le geste d'habiter, celui de voir et celui de se souvenir. Chez Chris Ware, ce n'est pas le moelleux d'une madeleine qui porte à se lancer à la recherche du temps perdu, ce sont les murs, les angles, les fenêtres, les croisillons, où se sont une fois pour toutes gravées nos vies minuscules et leurs épisodes, parfois drôles, parfois tragiques. Si vous doutez encore que la géométrie puisse mettre les larmes aux yeux, venez à l'exposition Chris Ware, présentée à la BPI, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. En attendant, je vous laisse avec lui et avec nos invités. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Bienvenue à ce nouveau mensuel qui est consacré au plus grand auteur de bande dessinée vivant. Oui, je précise, et c'est ça notre chance aujourd'hui, c'est que Chris Ware est vivant et en plus, il est avec nous. Il a reçu le Grand Prix à Angoulême en 2021. Il y a eu une exposition à Angoulême dans la foulée en 2022 à l'Espace Franquin. Et puis, elle est remaniée et elle arrive ici au Centre Pompidou, à la BPI. Mais tout de suite, on va discuter avec Chris Ware, qui est en direct, un peu à la manière du président ukrainien, mais dans des conditions beaucoup plus favorables. Chris, vous êtes avec nous ? Oh, hi. I have Hi. no idea. I have no idea if this is working or not. Yes. Anyway, hello. Ça marche. Bonsoir. Ça marche, All Chris. right. Vous êtes chez vous, à Chicago, et nous, en France, dans ce pays un peu bizarre où on accroche en fait des bandes dessinées au mur des expositions. Ça vous paraît bizarre depuis les États-Unis ? Well, it's not completely weird. There are exhibits here of comics, but they're not called an art. Donc c'est pas si bizarre, il y a aussi des expositions de bandes dessinées, mais c'est vrai que aux États-Unis, c'est pas vu comme de l'art, mais plutôt négativement, et donc je suis particulièrement flatté, ému que vous considériez que ce que je fais, ce que d'autres auteurs de BD font, mérite d'être accroché au mur. Hanging on the wall and actual consideration. So I can't thank you enough. Il y a des phrases de vous dans cette exposition, Chris Ware, notamment une qui cite Crumb, où vous dites que vous avez compris qu'on pouvait faire quelque chose d'humain, de vrai, de profond en bande dessinée, au moment où vous avez découvert les travaux de Robert Crumb. Est-ce que vous pourriez, pour nous, vous remémorer cette expérience, cette épiphanie, Chris Ware ? I think probably it was when I was probably around in middle school when I was taking French classes. Alors, je pense que c'était à l'époque où j'étais encore à l'école, à l'époque où je prenais des cours de français, je m'en souviens maintenant, que j'ai découvert notamment Peanut et d'autres super-héros un peu embarrassants. Et le travail de Crumbs, lui, c'était vraiment un travail sur la réalité, une réalité que je ne connaissais pas, la réalité du monde d'adulte. Et ça m'a, d'une certaine manière, terrifié, mais en même temps
ému, ébranlé, et j'ai trouvé qu'on parlait là de manière bien plus réelle que ce que j'avais pu voir à la télévision ou au cinéma. I guess the word would be moved me, but thrilled me in a way. And it felt more honest to me than anything that I was seeing in movies and in television. Et est-ce que on parlait là de manière plus réelle que l'on le parlait dans les livres, qui sont peut-être les livres, les romans, la littérature, qui sont peut-être finalement les productions les plus proches de vos bandes dessinées? Maybe. I mean, Robert Crumb's drawing was the main thing. Like he sees better, I think, than most human beings alive. Peut-être, en effet, Robert Crumb, lui, il dessinait et je pense qu'il voit les choses mieux que tout être humain sur Terre. Et c'est clair dans ses dessins. Et dessiner, c'est vraiment l'acte de voir. Ce n'est pas une compétence, une qualité, mais vraiment la capacité à percevoir le monde, à voir et ressentir l'extérieur et l'intérieur. Et je pense que ce n'était pas commun dans la BD à l'époque. Rather extraordinary and also was not necessarily common to comics at the time. Et comment est-ce que vous, Chris Ware, vous avez traduit à la manière donc d'un roman cette expérience de la conscience humaine dans vos productions? Geez, I don't know. I mean, beyond Robert Crumb stuff, then I discovered Raw magazine, edited by Art Spiegelman and Françoise Mouly. Je pense qu'au-delà de Crumb, j'ai notamment découvert Raw magazine. Et donc, il y a une liste d'artistes qui m'ont complètement transporté en tant qu'adolescent. Je ne saurais pas le décrire, mais c'était une description du monde. Et moi, j'ai appris de ces leçons, notamment avec Françoise. Et je pense que ce magazine n'a pas eu d'équivalent depuis. Lessons that Art and Françoise made available in their amazing and I still think unparalleled magazine. Et est-ce que vous avez consulté des ouvrages de philosophie sur le temps, des livres, par exemple, de Bergson? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans la production philosophique sur le temps, a pu nourrir vos travaux, Chris Ware? Not specifically. I mean, I took philosophy classes in college. I thought maybe I'd minor in philosophy. Mostly it was just thinking about it. I took basic. Pas particulièrement, non. J'ai fait des cours de philo à la fac. Je crois me souvenir, j'ai pas eu la moyenne. Donc, c'était assez basique. Mais je pense que concernant le temps, il s'agit d'être conscient que le temps n'est pas une constante, mais une direction et qu'on traverse le temps et non l'inverse. J'aurais aimé répondre oui, que j'ai lu Bergson, mais je suis désolé, c'était pas le cas. I'm sorry. Mais dans vos travaux, en tout cas, vous prolongez cette philosophie du temps. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Est-ce que, je pense à une planche notamment du New Yorker qui est présentée dans l'exposition, où on voit le temps passer entre un Thanksgiving qui réunit tout un groupe, une famille qui échange, et puis un Thanksgiving réuni devant la télévision avec une adolescente ou un adolescent qui est un petit peu sur le côté. Là, typiquement, dans cet espace, dans cette planche, il y a le temps qui passe et peut-être une reproduction des réflexions qu'on peut se faire intérieurement par rapport à cette traversée. Est-ce que c'est votre manière d'avoir exploré ce temps qui passe et cette place des écrans qui grandit? Yeah, partly. I mean, I think it mostly is just the way we experience the world. I mean, we can go anywhere in time. It's all in our brains. Donc, c'est en partie le cas, surtout dans la manière dont on expérimente le monde. En fait, on peut traverser le temps, mais c'est toujours dans l'esprit. Voilà, par exemple, je pense à un Thanksgiving avec ma grand-mère lorsque j'avais 12 ans, et c'est comme si c'était en train de se passer en même temps que cette discussion Zoom. Tout est simultané, tout passe à travers le fil de nos souvenirs. Quand j'étais enfant, j'avais un télescope, j'étais avec ma grand-mère, je voulais être astronome, je regardais les étoiles, les planètes, je calculais le temps de la lumière. Je me disais que le soleil n'arrivait que finalement 8 minutes plus tard à nous. J'étais ce qu'on appelle un nerd, un geek, et c'est un peu la recette pour devenir auteur de BD. I guess, I was a nerdy kid who liked to spend a lot of time alone, and that's what turns you into a cartoonist, I guess. So.
Oui, bah, en tout cas, ce sera une bonne manière de dire, de donner la méthode Chris Ware pour devenir un auteur de bande dessinée, regarder les étoiles et être un peu timide. Il y a autre chose que vous faites de manière précise et peut-être un peu geek, c'est tout le soin que vous apportez particulièrement à vos productions, dans les détails, dans évidemment les formats, dans ce que l'objet livre en fait peut encore proposer comme possibilité. Est-ce que vous avez une manière de nous montrer peut-être des usages augmentés du livre aujourd'hui? I mean, I try to. I mean, I think the possibility for expressing the very finer textures of reality and memory as we experience them is J'essaye, en effet, ça fait partie des possibilités d'exprimer les différentes textures de la réalité et les souvenirs tels qu'on les ressent. Et je pense que c'est plus possible dans une BD que dans d'autres médias, mais peut-être que je suis fou. En tout cas, c'est plus facile pour moi de faire ça assis à une table que d'essayer de comprendre comment expliquer à des gens comment réaliser un film sur mes souvenirs. Et la BD, c'est la manière dont on se souvient du monde avec l'image, certains sons, pour écrire des histoires sur nous-mêmes au final. Mais pourquoi précisément la BD? Qu'est-ce qu'il y a dans ce médium tel que vous le pratiquez de magique finalement et plus fort que les autres médiums pour traduire donc ce souvenir du monde et de l'expérience humaine? Well, mainly it's the art essentially of one person, which I mean also could just be the art of the insane. I don't know, but it's if you're sitting working alone, I think that certain things happen associated. En fait, c'est l'œuvre d'une personne. Ça pourrait être l'œuvre d'un fou, mais lorsqu'on travaille seul, il y a des associations qui se créent que moi-même je n'attends pas, que je ne peux pas prédire. C'est un chemin vers les souvenirs qui se débloquent lorsqu'on dessine, et c'est ce que j'essaye de faire. Je ne prévois pas les histoires en avance. C'est le média du dessin, le souvenir qui vient en dessinant et qui crée les histoires, les personnages. Mais peut-être que c'est l'œuvre d'un fou, je ne sais pas. So again, maybe it is the art of a crazy person, but don't know. Peut-être surtout que c'est l'œuvre dans l'époque qui est la nôtre et dans le 21e siècle s'accélérant, l'œuvre de quelqu'un qui, par la pratique artisanale finalement qu'est l'art de la BD, a le temps et l'isolement. Est-ce que finalement les conditions de production de la bande dessinée font pas justement de cet art le meilleur art du souvenir, puisque tout simplement c'est l'art de quelqu'un qui est isolé et qui a du temps dans une époque qui n'est pas du tout sur ces lignes-là. Well, that's a very nice thing to say, but it also, it's also a recipe for a lunatic. So I don't know. I mean, I think, it's a rarefied interest, and I think now with the Bien, c'est un très beau compliment, mais c'est peut-être aussi la description d'un homme fou. En tout cas, je pense que c'est un intérêt qui est de plus en plus rare. Tout le monde peut faire des films, tout le monde a une caméra dans la poche. La BD, c'est très différent, ça se raréfie, et je pense que la télé, le cinéma, c'est plutôt une recréation passive de nos souvenirs, et ça restera prédominant. Mais moi, je préfère la BD. Ça n'est que moi. Je n'ai pas fait un argument très puissant, mais c'est mon goût. But I prefer comics. That's just me. So, but I'm not making a very powerful argument here. I apologize. Il y a plusieurs périodes dans votre travail, Chris Ware, vers laquelle vous vous dirigez en ce moment. I'm just trying to get better. That's what I do. And I mean, I should say, I much prefer reading novels. I think novels and writing are really where you capture the essence of what it feels like to be alive and to remember the world. Because en fait, j'essaie simplement de m'améliorer. Je dois dire que je préfère les romans, l'écriture à lire, puisqu'ils capturent vraiment l'essence de ce sentiment d'être en vie, de se souvenir du monde. Mais lorsqu'on vit le monde, on s'en souvient en même temps. Et la BD a cette couche supplémentaire, cette mémoire visuelle qui n'est pas la langue, qui est comme une langue secondaire. Et c'est comme ça qu'on apprend le monde quand on est enfant, avant de l'apprendre à travers des objets, ce qui nous empêche en fait de vivre aussi. Et donc c'est comme une prélinguistique, une manière de retranscrire en médias cette vision du monde avant l'écriture. Mais en tout cas, j'essaye d'être meilleur, de m'améliorer, d'être plus honnête.
as far as my own stuff goes, and I'm sorry for the really long answer, Mr. Translator, but yeah, I'm just trying to get better at what I do and be more honest, that's all, so. Merci beaucoup Chris Ware, et ça va, le traducteur a survécu. Merci d'avoir été avec nous depuis Chicago. On va continuer à discuter de vos travaux en français. Je suis sûre que vous avez tout suivi et tout compris. Et merci beaucoup et à très vite Chris Ware. Merci, on vous applaudit ici dans la salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. On s'en souviendra et peut-être qu'on en fera une bande dessinée, mais peut-être beaucoup moins intéressante que celle de Chris Ware, parce qu'on a oublié d'ajouter qu'il fallait du talent, pas simplement de l'isolement et du temps pour devenir un bon auteur de bande dessinée. J'accueille, ils sont déjà avec moi sur le plateau, Emmanuel Payen, qui travaille ici à la BPI du Centre Pompidou et qui est co-commissaire donc, de cette exposition avec Isabelle Bastien-Duplex. Et puis l'autre partie, il y a 2 binômes en fait qui organisent cette exposition. Il y a Julien Akajoun. Je sais que vous avez aussi un petit surnom, Misré, co-commissaire scientifique associé avec Benoît Peters, autre grand spécialiste de Chris Ware en France. C'est de lui que je tiens cette formule. C'est le plus grand auteur de bande dessinée du 21e siècle et allons-y peut-être du 20e aussi puisqu'il est à cheval. Avec vous deux et d'abord avec Emmanuel Payen, je voudrais qu'on comprenne d'abord quelle est cette exposition et sa place dans l'histoire de la BPI, puisque vous avez fait d'autres monographies de garçons seuls, isolés, et qui faisaient de très bonnes bandes dessinées. Voilà, et de femmes aussi. Et de femmes aussi. La dernière exposition qu'on a présentée était consacrée à l'œuvre de Catherine Meurice. Il y a aussi eu Claire Béret-Téché. Et le prix des Beaux-Arts quand même en France. Tout à fait, et dans l'entre-là aussi, Franquin, bien évidemment, Riyad Satouf. Voilà, et Art Spiegelman. Et donc, c'est vraiment un plaisir et un honneur. Et je le dis aussi devant Chris Ware. Alors, je vais pas paraphraser l'artiste, le grand artiste talentueux qu'est Chris Ware. Mais je voulais en tout cas remercier Chris Ware de nous avoir fait cet honneur, voilà, et d'avoir été si généreux dans son accompagnement, en fait, de ce projet. Donc la Bibliothèque publique d'information a une politique de programmation, comme tous les départements du Centre Pompidou, et la politique d'exposition de la BPI s'attache depuis plus de 10 ans, mais depuis bien plus longtemps que ça aussi, à la littérature exposée, comment exposer la littérature, comment exposer le récit, comment souligner les arcanes de la narration et de la création littéraire, comment rendre compte des personnages, du foisonnement et de la richesse d'un récit et de la langue. Donc c'est un des axes de notre politique d'exposition. Et puis il y en a un autre consacré aux arts graphiques, où on a eu la chance de rendre hommage en fait à tous ces auteurs que je viens d'évoquer. Chris Ware, c'est presque une consécration en fait, et ça vient jeter le pont avec une autre exposition qu'on avait organisée il y a 10 ans, toujours en partenariat avec le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, autour d'Art Spiegelman. Donc Chris Ware a rappelé l'amitié qui le liait à Art Spiegelman, 2 grands artistes de la bande dessinée, du récit graphique. Voilà, et pour nous, c'était vraiment, ça avait du sens, en fait, 10 ans après, de rendre hommage à cet grand ami d'Art Spiegelman, qui l'a aussi accompagné dans sa carrière. L'idée, bien évidemment, pour la Bibliothèque publique d'information, c'est de rendre compte de la richesse du livre et de la lecture, d'ouvrir le livre, en quelque sorte, la bande dessinée en est un. Et c'est vraiment un plaisir d'accueillir un auteur, un artiste, pour qui l'objet livre est à ce point important. Voilà, donc justement nous expliquer, pour ceux qui connaissent moins le travail de Chris Ware, à quel point c'est méticuleux, précis, inventif. Tout à fait, et comme il le dit lui-même, en fait, la bande dessinée, ce n'est pas un art du dessin, c'est un art du livre. Et il y a vraiment quelque chose de très fort et cette tension, en fait, moi, m'émeut beaucoup, entre la densité du récit, la densité des destinées de ces personnages, du dessin aussi, bien évidemment, du graphisme, et puis ce cadre toujours très sage, qui est le livre ouvert, voilà, et qui vient border un petit peu cette densité, cette tension, en fait, qui sont dans chacune de ces planches.
Et comment est-ce que vous appréhendez justement entre le travail de l'auteur de bande dessinée qu'il est et le travail des écrivains, cette passerelle en fait, entre la littérature et ce que propose Chris Ware, notamment dans cette expérience du temps dont il a beaucoup parlé, mais qui est tellement centrale qu'on peut pas contourner cet éléphant au milieu de la pièce. Tout à fait, et pour nous c'était vraiment, là aussi ça avait beaucoup de sens d'exposer Chris Ware, parce que on dit parfois que voilà, le roman, le récit, c'est du texte, c'est du tissage. Et cette figure en fait du tissage, du lien, elle est extrêmement forte dans l'œuvre de Chris Ware. Il y a vraiment voilà, des liens très forts, des connexions très importantes entre le trait et le récit, mais aussi entre certains personnages. Il y a des intersections entre des lieux et des personnages qui viennent justement, qui repassent dans des lieux où des scènes ont déjà eu lieu. Enfin voilà, il y a vraiment des nœuds très, très importants qui tendent en fait, comme qui tissent ce récit d'une manière extrêmement cohérente, mais aussi très, très éparse, très enchevêtrée. Et ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, très profondément littéraire. Et c'est en ça que pour moi, vraiment, il y avait une cohérence à exposer Chris Ware et à le lier à tous les auteurs à qui on a pu rendre hommage aussi ces dernières années. Et puis aussi dans cet édifice, qui est celui du Centre Pompidou, et qui donc, par son architecture, celle de Renzo Piano, a aussi une résonance avec l'architecture des planches de Chris Ware ou même de ses objets livres. Tout à fait. Donc déjà, on sait, et vous l'évoquerez plus particulièrement dans la seconde partie de cette émission, mais on sait à quel point l'architecture est importante pour Chris Ware. Elle traverse tous ses récits. Voilà, la manière dont il trace et dont il met en perspective les immeubles, les villes et les existences en fait, qui se déploient dans ces décors. Et pas seulement des décors, ce sont des personnages en part entière. Donc on sait à quel point l'architecture est importante. Chris Ware nous a avoué, en fait, au cours d'une interview, à quel point il avait été aussi fasciné lorsqu'il avait 12 ans par le bâtiment Centre Pompidou. Il l'a découvert dans un livre illustré, voilà, et ça a été pour lui vraiment Enfin voilà, il dit qu'il a été soufflé en fait par ce bâtiment. Donc pour nous, ça prenait aussi tout son sens d'accueillir son œuvre au cœur de la bibliothèque, donc au milieu des livres, et au cœur du Centre Pompidou, c'est-à-dire en relation et en dialogue avec l'art contemporain. Et puis l'architecture, donc c'est à la fois cette discipline voilà, que connaît bien et qu'affectionne Chris Ware, mais c'est aussi l'architecture de ce récit. Et encore une fois, on en revient à la littérature, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la trame, du montage, en fait, de la construction dans ces récits qui, moi, m'impressionne énormément. Merci pour cette introduction à l'écrin. Il ne pouvait pas y avoir d'écrin plus idoine pour Chris Ware que la BPI du Centre Pompidou. Merci Emmanuel Payen. Vous restez avec nous. Et puis donc Julien Miseret, June, je vous ai un peu taquiné avec ce surnom. C'est votre surnom d'auteur de BD ou ça vient d'où ? C'est votre surnom. Vous êtes donc co-commissaire scientifique avec Benoît Peters. Vous avez été en charge d'abord de cette première mouture de l'exposition Chris Ware à Angoulême, à l'Espace Franquin. Est-ce qu'on peut, avec vous, se balader dans cette recomposition de ce qui avait été présenté à Angoulême, en quoi ça diffère et puis comment c'est pensé ? Comment c'est pensé ? On a l'embarras du choix parce que quand on s'intéresse à la chose bande dessinée, comme on essaie de le partager avec les gens, on a souvent des pistes principale qui s'annonce de manière naturelle. Quand on va parler d'une bande dessinée, elle va être marquante par son dessin, par son histoire. Et rarement on prendra le temps de creuser véritablement le langage de la bande dessinée. Ça, c'est souvent les lecteurs un peu assidus et puis les auteurs entre eux, les éditeurs qui vont vraiment prendre le temps de parler de tout ça. Or, quand on parle de Chris Ware, on va parler de ses récits, on va parler de son dessin, on va parler de ses formats, de l'objet livre. Mais on ne peut pas passer outre la manière dont le type s'emploie à manipuler le langage de la bande dessinée de manière virevoltante, c'est-à-dire que qu'on soit sensible ou pas à la chose bande dessinée, on peut que, une fois de plus, on adhère ou pas à la manière dont il le fait, mais on peut que être impressionné par la déconstruction narrative à l'œuvre et par la reconstruction. Et Emmanuel évoquait un peu ça tout à l'heure. Il y a une culture systématique du fragment dans l'œuvre de Chris Ware qui prend plein de formes, qui revêt vraiment des tonnes d'aspects. Donc parler de cette œuvre-là, c'était compliqué parce qu'on a envie de tout montrer, de tout expliquer, de prendre par la main chaque personne pour dire on a l'impression d'avoir compris ça, comment on peut partager ça avec vous. Or, pour commencer, on pouvait peut-être bâtir un châssis solide
qui est tout simplement un fil historique des débuts de Chris Ware, la manière dont il a commencé à exploiter, explorer et démontrer que dès le début, il avait des ambitions avec le langage de la bande dessinée, et puis dérouler le fil, la longue pelote qui n'est pas finie, et on en est bien content, des derniers ouvrages parus qui n'en finissent pas, d'aller plus loin, d'approfondir sans cesse, et de renouveler cette approche de ce qu'est la bande dessinée, de ce que peut être la bande dessinée en tout cas. Et dans ce langage, je crois que c'est Benoît Peters qui considère qu'au fond, il y aurait pu avoir une approche qu'on aurait dit oulipienne en France, c'est-à-dire une approche du langage de la bande dessinée avec lequel on joue en s'imposant des contraintes, etc., qui est une approche plutôt intellectualisante de la bande dessinée. Et en fait, Chris Ware, il a les deux aspects. On l'a vu dans l'interview à l'instant. Il y a à la fois une inventivité formelle rigoureuse et avec des contraintes comme on a pu, soit avec le nouveau roman ou soit l'Oulipo, réinventer le langage littéraire. Mais il y a aussi du jeu, sincère. Oui, on serait tenté de vite d'ailleurs s'arrêter là-dessus, sur le côté oubapien, parce qu'on peut parler l'oubapo, qui est une entité qui existe à part entière. Donc, donnez-nous le détail du sigle. Ouvroir de bande dessinée potentielle, voilà. Pour celles et ceux qui s'intéressent un peu au mouvement littéraire, qui sont emparés des choses, de l'essence de ces pratiques et de ces langages. En bande dessinée, on a les mêmes inventeurs qu'ils aient rejoint cet ouvroir qui est une espèce de grande forme protéiforme, pas forcément figée, ou qu'ils le fassent dans leur coin. Ils n'ont jamais été aussi légion de toute façon. Donc c'est plutôt chouette, ce qui prouve aussi que la bande dessinée est un territoire encore très vaste à explorer. Mais Clis, effectivement, on pourrait l'étiqueter comme expérimentateur. Et puis voilà, bon, ce serait vraiment une autre erreur. C'est vrai qu'il y a une ambition dans chacun de ces récits. Et puis un renouvellement, là encore, je pourrais appliquer ce renouvellement d'ambition en déconstruisant le dessin, la narration, le fil narratif, la manière dont il envisage l'objet, et puis les manières dont il interconnecte différents travaux qui peuvent sortir de la bande dessinée. Je pense aux illustrations, on a parlé des couvertures du New Yorker qui peuvent faire office d'un dessin narratif qui peut donner l'impression de s'arrêter là. Or, c'est jamais vraiment le cas. Il y a toujours plusieurs couches de compréhension. Il y a un dialogue souvent avec des couvertures qui ont été faites précédemment, qui seront peut-être faites par la suite. Il y a toujours cette dimension d'aller plus loin que ce qui peut donner l'impression de donner. C'est, je crois, quelqu'un qui se moque pas du lectorat. Alors, je dis pas que les autres auteurs et autrices de bande dessinée s'en fichent, c'est pas du tout ça. Mais on sent qu'il y a une survolonté de creuser ça. De quelle manière je vais pouvoir stimuler ça, et ça se voit dans... De par sa position de lecteur aussi. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je crois, on le voit, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il envisage la chose imprimée, diffusée, parce qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui va nous expliquer à quel point ce qui compte, c'est le résultat final. C'est le livre, c'est l'objet, c'est la somme. Voilà. Je partage avec vous un ensemble de choses qui va vous stimuler, qui va vous parler, peut-être pas, mais voilà. Or, une exposition, on montre les rouages, on montre les arcanes, on montre les mécanismes. Il y a quelque chose d'assez déroutant de s'arrêter sur l'objet planche en cours. Et on ne peut pas éviter ça parce que ça permet de voir à quel point, c'est une autre dimension du travail de Chris Ware, c'est méticuleux, c'est précis, c'est articulé, c'est argumenté, rien n'est jamais gratuit et tout est surréfléchi de manière étincelante, il me semble. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer l'éventail de tout ça, toutes les ambitions possibles qui sont là en filigrane permanente. Là, on voit, par exemple, à l'instant, une planche qui réunit la trajectoire d'un personnage, que les personnages ont des histoires aussi et une épaisseur historique, ce qui rajoute une dimension supplémentaire à cette espèce de mise en abîme infinie. Ça, vous avez essayé de faire une forme de data vision du travail de Chris Ware pour donner cette profondeur. Oui, après, on a la seule contrainte qu'on avait, on avait de la chance parce que c'est effectivement l'invitation, la BPI, rétrospectivement, ça coule de source. Quoi de mieux qu'exposer Chris Ware au cœur même d'un endroit où il y a des tonnes de livres. C'est parfait. Ça résonne à tellement de niveaux. Après, l'enjeu, c'était de voir de quelle manière on pouvait essayer de montrer, ça va paraître cliché, ça l'est probablement énormément et je m'en excuse, mais comment on peut faire entrer le visiteur dans un livre de Chris Ware. Idéalement, il le prend, il l'ouvre, il le lit. C'est sûr que c'est la meilleure méthode. Maintenant, en essayant de démontrer et puis de décortiquer un peu tout ça, on montre un petit peu aussi peut-être des subtilités qui peuvent passer à côté et puis peut-être des manières de relier toutes ces envies, tous ces principes qu'il essaie de convoquer et qui n'apparaissent pas forcément de manière évidente lorsqu'on va manipuler l'objet livre. On peut s'arrêter sur l'objet et dire c'est un bouquin qui tranche avec ce qu'on a l'habitude de voir. On voit bien qu'il y a une ambition une exigence sur la fabrication, sur la pagination, sur la composition, parce qu'on parle d'un auteur de bande dessinée sans prendre le temps de s'arrêter sur le travail d'orfèvrerie typographique. C'est quelqu'un qui... Bon, on peut s'arrêter sur le fait qu'il il y a le trace tout à la main, typographe, il y a l'éditeur...
Il y a un peu toutes ces facettes-là. Le romancier. Il y a tout ça. Mais je crois que c'est un écho aussi à ce que Chris nous expliquait tout à l'heure et qu'on peut voir dans quasiment n'importe quelle double page lorsqu'on les ouvre. Il y a un ensemble de choses qui nous sont proposées. De quelle manière chacune d'entre nous va s'en emparer, forcément de manière différente. On est des individus tous très, très singuliers avec nos différences de perception. Et quand il parlait à superposition du temps, le fait de pouvoir parler de ça, et puis en même temps, je pense au souvenir que j'ai quand j'ai ouvert la première fois un livre de Chris Ware, et puis à la fois il a fallu que j'étudie un peu plus sur ce qu'on va me poser des questions. Tout ça superpose. Dans un livre de Chris Ware, c'est exactement la même chose. Donc quand il présente ça, il ment pas. On sent vraiment que c'est quelque chose qui est au cœur de son protocole, de sa méthodologie de travail. Cette espèce de superposition simultanée, multicouche. Voilà, j'ai l'impression le temps, finalement, de la même manière que je parlais de Bergson tout à l'heure, de la manière que Bergson et Proust ont anticipé finalement ce temps spirale qu'on va retrouver chez Chris Marker, par exemple, au cinéma, et qui est un temps en fait de concomitance. Et qui aujourd'hui, à l'heure du numérique, existe pleinement, quoi. Et comment est-ce que vous, justement, vous avez apprécié, découvert, parlons d'expérience, ce building Stories de Chris Ware, puisque quand même le nom de l'exposition, c'est Building Chris Ware, celle qui a été montée à Angoulême. Oui, celle qui a été montée à Angoulême, c'était ça. En fait, on n'avait pas envie d'en dire trop, parce comme on voulait montrer beaucoup de choses, on ne voulait pas figer la chose. Building Chris Ware, c'était évidemment un clin d'œil à ce qui est pour nous peut-être la somme la plus démonstrative de ce que Chris Ware a proposé. Et quand je dis ça, je prends des pincettes, parce que je trouve ça dommage de s'arrêter à la valeur un peu démonstrative de l'objet. Or, cet objet est suffisamment significatif pour qu'on s'arrête un peu dessus. Et puis, il revêt aussi un moment assez charnière. C'est-à-dire qu'au départ, on avait peut-être l'impression de lire quelqu'un qui était touchant dans ce qu'il racontait, mais qui s'arrêtait vraiment sur la forme. Mais il y avait peut-être une dimension peut-être de repli sur soi, quelque chose de... Voilà. En plus, Jimmy Corrigan, le premier livre, est apparu au moment où on avait une espèce d'éclosion de l'écriture autobiographique qui prenait beaucoup de place dans les marges de ce que l'édition en bande dessinée proposait. On l'avait peut-être étiqueté un peu vite, voilà, comme auteur qui va parler de lui, comme plein d'autres auteurs-autrices peuvent parler d'eux. Parfois très bien, parfois moins, c'est le jeu. Et puis subitement, voilà. L'exposition, c'est Où est le père, le sous-titre de Jimmy Corrigan. Voilà, oui, parce que voilà, il y a une dimension autobiographique, mais Chris en aurait parlé bien mieux que moi. Or, comme chacun d'entre nous, il y a des moments, il y a des marqueurs précis dans la vie, et je crois que Chris s'en cache pas. Le moment où lui, à son tour, est devenu père, a engendré une espèce de cascade de remise en question, pas forcément formelle, même si, mais surtout thématique. C'est-à-dire que subitement, il y a un regard sur le monde, une générosité qui s'ouvre, une ampleur vraiment réelle. Voilà. Quoi de mieux qu'un objet qui n'est pas figé dans la forme d'un seul livre unique pour démontrer cette ampleur. Donc Building Stories, je crois que c'est une parfaite adéquation avec tout ça. Et peut-être le regard d'Emmanuel Payen sur Building Stories, puisque au fond, on parlait d'architecture tout à l'heure, Building Stories, c'est une maquette quasiment. Tout à fait, c'est un jeu aussi. C'est un plateau de jeu avec... Décrivez-nous un peu ça. Avec 14 fascicules qui mêlent les existences en fait des habitants de cet immeuble, voilà, qui est lui aussi un personnage, peut-être le personnage principal de ce roman, voilà. Mais avec aussi les vies enchevêtrées de la propriétaire de l'immeuble qui se remémore sa jeunesse, de la jeune femme qui a été amputée d'une jambe et qui va faire des allers-retours dans son passé, dans sa mémoire, mais que l'on va découvrir à la fois enfant, jeune femme, mère, conjointe. Un couple aussi qui se dispute. Enfin voilà, toute cette vie mode d'emploi, comme on a pu comparer cette œuvre à celle de Georges Perec, qui se dévoile, qui se déroule sous nos yeux avec des interconnexions possibles, des superpositions, des interprétations. Et c'est peut-être ça que je voulais souligner aussi et qui, moi, m'impressionne énormément, c'est à quel point Chris Ware, donc, comme il l'exprime lui-même, on voit la Building Stories, a une admiration pour l'objet livre, en fait, joue avec cet objet-là, mais il a aussi un grand respect pour le lecteur. Et ça, je pense qu'à l'intérieur de la bibliothèque, ça résonne énormément, et pour une bibliothécaire aussi. Je pense qu'il a un immense respect pour le lecteur. Le lecteur, il joue avec aussi. Voilà, il y a aussi beaucoup d'ironie, y compris envers lui-même.
Mais en tout cas, il y a vraiment ce chemin d'interprétation qu'on doit faire. Je pense qu'on pourrait aussi organiser des clubs de Chris Ware pour essayer de voir ce qu'on a tous compris les uns et les autres d'un de ses albums, parce qu'on ne comprend jamais la même chose. Donc on pourrait organiser des groupes de parole pour essayer de s'entraider. Voilà. Et donc ça crée aussi une glose, ça crée des interprétations. Chacun se fait son roman. Donc je pense que l'œuvre de Chris Ware, une exégèse, comme on dit en littérature. Elle se déroule et elle va bien au-delà, en fait, finalement, de ce qu'il peut nous proposer. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il puisse nous faire. C'est pour ça aussi qu'à l'intérieur de l'exposition, et c'est un souhait qu'on a eu avec Isabelle, on a eu vraiment l'envie de donner à manipuler les ouvrages et les faire découvrir aux visiteurs, parce que c'est aussi une réponse à apporter. Il nous semblait vraiment très important que l'objet livre soit aussi présent dans l'exposition, qu'on puisse le manipuler. C'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est important aussi, y compris parce qu'un public non anglophone va pouvoir aussi se référer à la traduction française, qui a été organisée par les éditions Delcourt, donc qui est du coup à disposition du public. Et puis, voilà, parce que comme ça, cet acte de lecture qui fait de nous des entomologies de nos existences, en fait, en quelque sorte, puisqu'on est dans un univers qui est miniaturisé, mais qui renvoie aussi à nos sentiments, à nos affects, à tout un tas de choses qui font écho lorsqu'on lit l'œuvre de Chris Ware. Et voilà, donc tout ça est présent à l'intérieur de l'exposition et dans l'environnement de la bibliothèque, qui permet aussi d'aller vers d'autres textes. Merci beaucoup Emmanuelle Le Payen, merci beaucoup à Julien Misseret pour cette balade et cette introduction à Chris Ware et à aussi donc ce premier niveau de lecture qui peut être le vôtre, d'aller tout simplement manipuler un des livres, un des objets d'art littéraire créés par Chris Ware. Vous parliez des éditions Delcourt à l'instant justement. On va se retrouver un petit peu hors du temps. On ouvre une autre boîte dans ce mensuel consacré à Chris Ware avec quelqu'un qui est écrivain, journaliste, critique de bande dessinée, commissaire d'exposition et chargé d'éditer justement Chris Ware chez Delcourt. C'est Vincent Bernière. Dans ce mensuel consacré à Chris Ware, nous allons faire une sorte d'espace à part avec vous, Vincent Bernière. Vous êtes écrivain, journaliste, éditeur, également critique de bande dessinée. Vous avez publié notamment une anthologie érotique de la bande dessinée que j'ai absolument adorée. Dans laquelle Chris Ware ne figure pas. Dans laquelle Chris Ware ne figure pas, il faut le préciser. Sinon, on pourrait imaginer une dimension de l'œuvre de Chris Ware totalement indiscutée jusqu'ici. Vous avez notamment participé à l'exposition Picasso et la bande dessinée. Donc vous êtes aussi commissaire d'exposition, mais c'est en qualité un peu d'historien de la bande dessinée qu'on vous mobilise aujourd'hui. Qu'est-ce que Chris Ware a changé dans le champ de la bande dessinée? Je rappellerai une date simplement, c'est l'apparition du premier numéro d'Acme Novelty Library en 1993. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, la bande dessinée aux États-Unis, en Europe et même en Asie est complètement sinistrée. Quand, par exemple, en France, on a vu les premiers comic books de Chris Ware apparaître, ça ressemblait à une chronique. Déjà, graphiquement, maintenant on enfonce une porte ouverte quand on dit ça à propos de Chris Ware, mais graphiquement, ces objets sont hyper soignés. Aux États-Unis, si on en revient à cette période, c'est aussi la bande dessinée indépendante, elle a connu un creux énorme. Et on est en plein dans le revival des comic books de super-héros qui tous se remettent à vivre des nouvelles aventures. Et Chris Ware, puis d'autres, sans doute qu'on en reparlera, vont s'inscrire contre ce mouvement super-héroïque. Voilà, en disant, bon ça va, les guignols en costume, on en a un peu marre, on peut peut-être parler d'autre chose en bande dessinée. Et bien sûr, c'est un autre versant de ce qu'il a apporté de neuf, Chris Ware, notamment dans ses rapports avec la littérature. Et il a des disciples, Chris Ware? Alors déjà, lui, graphiquement, c'est le disciple d'une certaine esthétique, puisqu'il fait de la ligne claire. Vous savez, la ligne claire, c'est un procédé inventé en France par Alain Sautocan, puis développé par Hergé. Alors en suiveur, disons que y a des gens qui ont adopté déjà
à nouveau qui ont modernisé cette esthétique. Par exemple, on peut parler aujourd'hui de Nick Dranso, qui a vraiment une forme de bande dessinée qu'on pourrait dire wérienne. Il y a un auteur qui s'appelle David Hitley aussi, qui a beaucoup été influencé par Chris Ware dans ses premières années. Il a publié un livre qui s'appelle « J'ai le cerveau, sens dessus-dessous ». Mais même en France, dans les années 90, quand les comic books de Chris Ware sont arrivés, lui-même est un grand expérimentateur, puisque le procédé ligne claire, ce n'est pas le seul qu'il développe. Il y a un autre versant de son œuvre, enfin il y en a plusieurs, mais avec Sparky et Quimby, où là c'est du noir et blanc et c'est de la référence au dessin animé nord-américain des années 20 ou 30. Mais bon, c'est vrai que pour répondre à votre question, il est apparu dans les années 90 dans le contexte que j'ai décrit tout à l'heure, et dans un contexte plus général de renouveau de la bande dessinée indépendante américaine. La bande dessinée indé, comme on dit maintenant, ou le roman graphique n'était pas développé aux États-Unis comme il s'est développé en France dans les années 90, avec des passerelles communes entre Chris Ware et par exemple les éditeurs de l'association. Donc c'est un mouvement global. Au Japon, on a aussi des correspondances de ce type, où il y a plusieurs représentants assez différents. Aux États-Unis, on peut parler de Chris Ware, bien sûr, mais il y a Charles Burns, Daniel Close, Seth, Joe Matt, Chester Brown, bon, toute une équipe d'auteurs et d'artistes de bande dessinée indépendante qui n'étaient pas reconnus du tout. Donc on peut parler, plutôt que de suiveurs ou d'héritiers, on peut parler d'un mouvement un peu plus global, dont Chris Ware maintenant est l'archétype, si on veut. Sauf sur l'aspect édition, objet, livre, où là, finalement, il n'a pas tant de correspondants. Non, disons que maintenant, il y a une tendance dans la bande dessinée mondiale qui est de faire des livres-objets, des livres avec une fabrication un petit peu soignée. C'est dû au fait aussi que, pour ce qui est de la publication digitale, maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a plus beaucoup de plus-value à acheter un livre. Mais pour la bande dessinée, ce n'est pas tout à fait juste, parce que Chris Ware travaille à la main. Mais ensuite, sur ces fichiers, il ajoute beaucoup de calques. J'en ai compté jusqu'à 19 dans Building Stories. Il y a une plus-value au fait de lire de la bande dessinée sur papier, parce qu'on voit la main qui dessine, on voit la main qui trace. Pour ce qui est de l'objet, personne n'est allé aussi loin que Building Stories. Non, que Building Stories. Une infinité de petits livres qui ont chacun une ordination particulière. Non, en bande dessinée, c'est pas convenable. Dans l'art contemporain, oui, puisqu'il y a la boîte en valise de Marcel Duchamp. Voilà. Mais et puis il y a d'autres boîtes qui ont été réalisées par des artistes, mais à des petits tirages. Là, Building Stories, on parle de 12 000 exemplaires en langue française. Mais à chaque fois, il va un petit peu plus loin. Ce qui était super, c'était tous les premiers numéros d'Acme, avec des embossings, des dorures, des cinquièmes couleurs, des effets. Moi, je me rappelle, il me semble que ça doit être le 4, quoi. C'est un tout petit comics comme ça, agrafé. Et puis, ça a l'air de rien, mais sur la 4e de couverture, il y a un paysage. Et en fait, quand on le met devant une lumière comme ça, il y a une autre image qui apparaît. Bon, ça, c'était des choses qui ne se faisaient pas du tout dans le comics. Le comics, traditionnellement aux États-Unis, c'est un produit qu'on prend puis qu'on jette. Lui, il lui a donné un aspect formel intéressant. Bon, ça lui vient aussi de sa famille, puisque il vient d'une famille d'éditeurs de presse. Son grand-père travaillait dans un journal et il a beaucoup été impressionné par son grand-père. Donc il a le goût de la fonte, de l'encre, de la typographie. Et justement, quel rôle il a eu sur le statut de la bande dessinée et son évolution? Vous parliez justement de cet objet durable de la bande dessinée par rapport aux comics jetables, de son travail sur la ligne claire, d'une série d'inventions, mais sur le statut. Aux États-Unis, il est publié par Panthéon. Donc déjà, Panthéon, c'est un petit peu comme Gallimard. Maintenant, en France, ça a l'air de rien, puisque tous les éditeurs à peu près de la place de Paris ont une collection de livres de bande dessinée, Gallimard inclus. Mais bon, déjà, c'est un statut important. Il a été couronné de nombreux prix, tous les prix liés à la bande dessinée. Bon, et puis, il a été adoubé par Spiegelman. Moi, encore une fois, je pense que le statut de la bande dessinée, maintenant, il y a encore des avancées à faire, ne serait-ce que institutionnellement. Benoît Peters soulignait récemment qu'à la fin de l'année de la bande dessinée, il y avait eu cette phrase malheureuse qui était on espère qu'en lisant Astérix, ils vont aller vers les vrais livres. Et donc cette opposition un peu de sous-livres ou de livres secondaires. Je mets au défi cette grande personne politiquement très avancée de lire Building Stories, donc 14 livres, comme vous l'avez dit, dans un coffret où il faut construire les histoires. En même temps, c'est les histoires d'un building, donc des histoires construites géographiquement, artistiquement, architecturalement. C'est assez compliqué à lire. Ça Plus que l'immeuble Yacoubian, finalement. Ouais, sans doute. Mais cette non-légitimité, entre guillemets, de la bande dessinée peut être aussi un atout, parce que ça permet de faire des œuvres originales, singulières, sans se soucier de la critique parfois. Il y a des œuvres qui volent un peu sous les radars, qui sont sulfureuses, qui sont intéressantes, qui sont underground.
puis après, selon le mouvement de balancier habituel, elles deviennent mainstream. Est-ce que, quelque part, il y a aussi, au-delà du statut, une ouverture qui est faite par Chris Ware sur le statut de la bande dessinée, le statut du livre, le statut matérialisé par rapport en fait au virtuel. C'est-à-dire que l'outil de la bande dessinée devient un outil riche d'une infinité de possibilités non explorées, alors qu'on était presque déjà passé à un outil, on va dire, numérique. Est-ce que lui n'ouvre pas en fait tous les champs encore inexplorés de la bande dessinée et donc de cet objet qu'est le livre? Non, je crois pas. Je pense pas que ce soit calculé. Je pense que même ces bandes dessinées, même si elles sont un peu singulières, particulières, enfin, c'est pas des objets cartonnés en 48 pages couleur tels qu'on a l'habitude de les voir, mais je pense pas que ce soit un calcul. Au contraire, encore une fois, c'est quelqu'un qui est très attaché à l'architecture classique de la bande dessinée, à sa production classique, à son côté artisanal. Peut-être c'est quelque chose en tout cas qui est dans ses réflexions sur l'évolution du temps, parce que quand on voit les dessins qui ont été faits pour le New Yorker, il y a notamment, je pense à cette planche qui est très intéressante, où on sent le temps qui passe, l'époque qui se transforme. C'est Thanksgiving, quoi. Il y a toute la famille qui est réunie autour de la table, etc. Puis il y a un Thanksgiving un petit peu plus tard, mais sur la même planche, qui est donc non spécifiée dans le temps, mais dont on sent bien qu'il y a eu une accélération qui doit être les 30-40 dernières années, et où là, tout le monde est tourné vers les écrans, et avec un ado ou une ado un peu sur le coin qui regarde son téléphone. Est-ce que c'est pas voilà, quand même ce questionnement-là des écrans aussi qui traversent les propositions de Chris Ware aujourd'hui? Oui, c'est certain. Il y a aussi une fameuse couverture où il est avec sa conjointe, enfin un personnage ressemblant à Chris Ware est avec une femme dans un lit et sont tous les deux devant les écrans. C'est vrai que ça a l'air un petit peu malheureux, mais ça nous arrive sans doute. Bon, la liberté plastique de Chris Ware, en revanche, elle continue. Vous avez la sensation qu'il y a une sorte de succession de périodes, comment vous définiriez le Chris Ware des années c'est clair qu'il y a une succession 2020. de périodes. Comme vous le disiez, le temps, c'est sa grande affaire. Hein. Le temps et puis l'autofiction. Comme Proust, hein. C'est-à-dire que si on connaît un peu bien sa biographie, notamment le fait qu'il a été abandonné par son papa, qu'il a grandi avec ses grands-parents, et qu'il est le papa d'une jeune ado maintenant, mais c'est clair que la naissance de sa fille a changé beaucoup de choses dans son travail. Déjà, il a un petit peu moins travaillé. Et puis là, moi, je vois un peu une sorte de simplification, peut-être, dans son trait. Là. Il produit, on ne le sait pas beaucoup, c'est pas encore traduit en France, mais une sorte de roman graphique pour le Guardian en Angleterre. Et là, c'est une publication numérique, comme quoi, vous voyez, un jour ça deviendra sûrement un livre très ouvragé. Mais je vois ça un peu comme ça, peut-être un peu plus de simplification. Peut-être que là, maintenant qu'il a coupé les cheveux en 4, il va les couper en 2. On peut l'espérer. Merci beaucoup, Vincent Bernière, et à bientôt. À bientôt. Bonsoir, merci d'être resté pour cette deuxième partie qui va, contrairement à ce qu'on a annoncé, pas s'intéresser que à l'architecture dans l'œuvre de Chris Ware qui est tout à fait foisonnante, mais plutôt faire un pas de côté et quand même questionner de manière plus générale les liens entre bande dessinée et architecture. Nous avons donc invité sur ce plateau Luca Harari, qui est auteur de bande dessinée et illustrateur, et Anthony James, qui est cofondateur de l'agence d'architecture Grao avec Suzanne Eliasson. Si je vous ai proposé d'intervenir pour cette partie consacrée à la BD architecture, tout d'abord, c'est parce que Lucas, vous avez créé cette œuvre appelée L'aimant, où il est question d'un jeune architecte qui, en tout cas un jeune étudiant en architecture, qui va être fasciné et happé par les termes de valse de Peter Zumthor.
Et Anthony James, de votre côté, si je vous ai proposé de venir, c'est parce que dans vos travaux d'architecture, voilà, la place du dessin et du récit sont vraiment assez forts dans vos projets. Donc, dans cette première image, voilà, j'ai mis à gauche votre personnage principal, ou d'ailleurs peut-être secondaire, on y reviendra après, Luca Harari, et à droite ce personnage un peu plus anonyme peut-être, qui fait partie de vos projets. Et voilà, peut-être pour commencer, s'interroger un peu sur ces places de personnages dans la création. Vous, ici, donc, Luca Harari, vous avez créé ce Pierre, qui est donc étudiant en architecture, qui n'est pas sans rappeler l'auteur de cette BD. Oui, bah, enfin, je sais pas, mais pour les autres, mais c'est vrai que quand je commence à réfléchir à une histoire, j'ai tendance à projeter mes propres fascinations et mes propres problématiques sur le personnage principal. Et c'est vrai qu'avant tout, ce que je voulais décrire dans alors c'est mon premier livre, donc c'était un peu... je voulais en faire un manifeste, un truc très fort et tout. C'est votre premier livre et c'était votre diplôme de fin d'études. Donc j'étais quand même assez jeune et tout. Et ce que je voulais décrire, c'était à la fois le rapport d'un personnage avec un lieu et puis aussi discourir en fait, ou discuter avec une autre œuvre, qui était l'œuvre en l'occurrence d'un architecte que j'avais découvert moi quand j'étais adolescent et tout. Et donc j'ai effectivement construit ce récit autour de en fait une relation d'attirance, mais d'attirance un peu qui confine à la folie entre un étudiant en architecture et un bâtiment. Donc ce personnage va être attiré presque physiquement comme un aimant à ce lieu, et va finir par se rendre compte qu'il fait lui-même partie de ce bâti, quoi, qu'il a une espèce d'existence comme ça, sensuelle avec le lieu. Et puis tout ça est construit aussi dans un récit qui emprunte au polar, à l'enquête, et puis au fantastique. Finalement, Chris Ware avait raison. En fait, on devient un peu fou forcément quand on fait de la BD, avec cette histoire de bâtiment. Et Anthony, moi, j'ai mis en parallèle donc ces deux personnages, cette posture assez particulière pour vous, et pourquoi il y a besoin de ces personnages dans vos projets, comment il a été créé, pourquoi il a cette posture. Tout d'abord, j'aime bien le dessin de Luca aussi, où le bonhomme Pierre, ça est très expressif et plongé dans son... on est plongé dans sa tête. Et pour parler un peu du bonhomme à droite, c'est vraiment un bonhomme un peu générique. Souvent, les architectes, quand ils font des coupes, ils mettent des bonhommes, etc., qui sont très significatifs, en train de danser, de marcher. Et c'est vrai qu'on voulait un peu préciser ça. Et ici, c'est plutôt un bonhomme un peu rondelé aussi. Il a les bras croisés, il est assez sérieux. Mais il est aussi, on va dire, il y a de l'incertitude en lui. C'est-à-dire que c'est un bonhomme qui se projette dans le futur. Et donc, pour nous, c'est notre façon à nous de mettre un habitant dans le bâtiment et de lui formuler sa projection dans le futur, avec de l'incertitude, etc. Mais je dirais de l'incertitude, des doutes comme une force aussi pour faire le projet. De nouveau, on fait un ping-pong entre vos deux types d'illustrations. Ici, c'était plutôt autour de ces questions d'échelle, ce qui est d'ailleurs vraiment toute la question dans l'œuvre de Chris Ware, comme viennent de nous l'expliquer le précédent plateau, avec notamment Building Stories, où on a toutes les échelles, tous les étages, tous les formats réunis en une œuvre assez foisonnante. Et là, c'est à la fois comment... en une planche, on arrive à donner différentes échelles, différentes perspectives. Et qu'est-ce que ça veut dire de faire ces traversées en une image pour vous, Lucas ?
Alors, j'ai pas bien compris la question. Effectivement, elle n'est pas forcément, elle est très ouverte et il n'y avait pas beaucoup de points d'interrogation, mais c'était ce rapport à la fois d'intégrer cette vue très générale du bâtiment de Peter Zumthor, comment on remet de la perspective, mais pour aller jusqu'à ce point où on revoit Pierre qui est en train d'écrire. Ouais. Alors là, en l'occurrence, sur le fait d'être loin du bâtiment et de rentrer, c'est moins une approche assez classique en fait, à la fin narrative, à la fois cinématographique et qu'on utilise souvent en bande dessinée, de poser de poser le décor, de dire voilà, on est là, il y a telle ambiance, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Mais sur cette planche en particulier, ce qui m'intéressait, c'était de mettre un personnage perdu dans ce bâtiment, donc qui est un bâtiment très fort, et là vraiment d'avoir comme une sorte d'abstraction, c'est-à-dire que c'est comme si personne en fait ne se baladait dans le bâtiment. Les différents plans qui s'enchaînent sont vraiment une manière de poser la présence du lieu même comme une espèce de... Elle a son identité propre, même si personne n'est là pour la voir, quoi. Donc il y avait cette espèce de travelling presque, ou de déambulation, comme on pourrait le faire dans une maquette, avec une espèce d'œil un peu divin, comme ça, un peu éloigné. Et c'était aussi une manière pour moi, tout du long du récit, en fait, c'était vraiment montrer à voir ma fascination pour ce lieu, quoi. Et surtout mon désir presque... Enfin, ce désir puissant de le représenter, parce qu'il y a ça aussi dans le dessin, c'est de choisir un sujet, et pas seulement en fait un sujet qu'on a envie de raconter, mais aussi en bande dessinée un sujet qu'on a envie de dessiner, parce qu'il y a un moment où on va le dessiner sous toutes ses coutures, de vraiment essayer de trouver la manière de l'exprimer, de le représenter, etc. Et ça, c'est vraiment un désir qui doit être vraiment hyper puissant, je pense, au départ même d'une œuvre, quoi. Sinon, on s'ennuie vite à le faire, et je pense que du coup, ça ennuie aussi à lire. Enfin, en tout cas, c'était ça qui a été frappant, c'est de se rendre compte que le personnage principal n'est pas Pierre, c'est vraiment plus les termes. Vous l'avez dessiné sous toutes les coutures. Pour moi, assez vite, en fait, Pierre était une pierre du bâtiment. C'est-à-dire que il faisait plus qu'un, quoi. Il y avait une espèce de truc comme ça. Enfin, c'est un peu théorique, mais il y avait cette idée. C'est en tout cas ce qu'on peut revoir sans spoiler l'aimant, parce que il y a une intrigue assez prenante. On comprend que très vite, il est happé par le bâtiment, et ces différentes perspectives en fait nourrissent complètement le récit. C'est pas du décor gratuit, ça trame complètement la narration. Justement, une autre comparaison sur les trames. Toujours à gauche, un tissu de ville que vous proposez chez Grao, et à droite, Pierre en train de... je crois d'ailleurs c'est juste la case d'après de l'illustration que je vous montrais précédemment. Pierre qui était donc en train d'écrire sur sa chaise longue dans ce bâtiment, et d'imaginer les différentes possibilités que peut avoir les termes. Ouais, c'est ça. En fait, le plan des termes est assez fascinant, parce qu'il est construit en fait autour de vide. C'est-à-dire que c'est des... Enfin, je pense que tu en parleras mieux que moi, mais c'est des blocs en fait qui constituent des espèces de pièces secondaires, et ces blocs-là vont, par le vide qu'ils vont laisser dans les centres, enfin au centre, vont construire le bâtiment. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Et dans mon récit, il se passe des choses étranges. C'est que le personnage a l'impression que le bâtiment change, en fait. Des pièces disparaissent, des portes apparaissent, et donc il y a une sorte de mouvement qui se fait à l'intérieur. Et donc il se met à rêver, ou à imaginer, ou à qu'est-ce que serait ce bâtiment si on déplaçait ces Legos ou ces cubes. Et donc là, c'était une manière de montrer ça. Et surtout, c'était une manière aussi de montrer à quel point la planche de bande dessinée
ressemble à un dessin d'architecture, à un plan d'architecture. C'est assez... Quand on fait de la bande dessinée, on essaye de trouver, c'est un peu une sorte de Tetris, de manière d'imbriquer les choses pour que dans le fil de la lecture ça fonctionne, mais aussi dans la planche que ça tienne avec le point A et le point Z, et du coup comment on va circuler à l'intérieur de ça. Et je pense que les questions de circulation et d'organisation des espaces, il y a vraiment là une symétrie dans le travail de l'architecte et du dessinateur de bande dessinée, à mon avis. Et dans les planches de Chris Ware, c'est encore plus parlant, parce que lui, il a une manière vraiment d'éclater et d'utiliser en plus des outils de représentation qui sont vraiment ceux de l'architecte, l'axonométrie principalement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas une vue de perspective où on est à l'intérieur et où la ligne d'horizon est au niveau des yeux. C'est vraiment une vue de l'esprit, encore une fois, comme si on était Dieu très très loin, et que toutes les lignes de fuite devenaient parallèles. Donc ça fait une maquette, en fait. C'est une espèce d'objectivation de l'espace, quoi. Et Chris Ware, il utilise ça énormément. Et donc, c'est encore un lien entre son travail et l'architecture aussi, j'ai l'impression. Et sur justement la mobilité de ces espaces, ces hypothèses de poteaux, c'est un petit peu ce qu'on retrouve justement dans ces tissus de ville, qui sont des outils pour vous à l'agence Grao. Tout à fait, oui. C'est vrai que j'étais même assez surpris de voir les plans comme ça dans l'aimant. Tout d'un coup, c'est difficile de montrer des plans d'architecte parce que souvent on ne comprend pas, ou parce que c'est soit très technique. Et donc on est obligé un peu de les simplifier et de les rendre tout d'un coup compréhensibles. Et je trouve que voilà, on ne sait pas exactement quel est le plan de celui des termes de valse, mais il a un peu cette configuration et on peut se l'imaginer là. Et c'est vrai que nos tissus de ville, alors c'est une autre échelle, mais c'est des tissus qui articulent l'architecture, le vide c'est les rues, etc. Et c'est différents types de villes ici qui sont présentés. C'est des fragments un petit peu des échantillons de villes avec lesquelles on joue évidemment et qui ont des qualités, je dirais, très différentes. C'est vrai que les deux planches sont assez parlantes. Alors il y a également voilà, aussi cet autre type de travail au plan où vous entrez petit à petit, on revient sur cette idée de travelling, et dans les projets chez Grao, il y a vraiment souvent, en tout cas dans les présentations que vous en faites, ce mélange des genres. Alors là, c'est du plan, peut-être du schéma, et après de la photographie. Et pour vous, quel est l'intérêt de montrer ces différents médiums Alors, notre objectif, c'est d'arriver à être clair, on va dire, en tant qu'architecte urbaniste, et on use du coup de tout ce qu'on peut pour pouvoir être le plus clair possible. Et on essaye de dessiner le moins possible, parce que c'est toujours pénible de trop dessiner, etc., mais de vraiment trouver les bonnes façons de le dessiner. Et ici, un de nos sujets ou de challenge en tant qu'architecte urbaniste qui s'intéresse à la grande échelle, c'est de pouvoir traiter cette question de l'échelle, parce que c'est immense parfois, c'est des hectares, etc., et de pouvoir le traiter sur une feuille A4. Et c'est clair que dans l'expo de Chris Ware, je veux dire, la façon de naviguer d'une échelle à l'autre, d'une grande échelle à une petite échelle, d'un plan de métro à un détail extrêmement précis, voilà, c'est assez fascinant, cette capacité à pouvoir se balader. Et je pense que je dirais malheureusement ou heureusement, le dessin, c'est presque un peu le seul outil qui permet autant de se balader comme ça dans l'espace et dans les échelles. Et ici, ces 4 planches, elles sont un peu... on n'a jamais fait le rapport vraiment avec la bande dessinée, de notre point de vue, mais je pense que le rapport, c'est qu'on essaie d'expliquer quelque chose de façon un peu, pas forcément linéaire, mais d'accumuler une série d'éléments visuels qui permettent de rentrer dans la complexité de la question. Et la ville, c'est complexe. Nous, c'est notre sujet. Et donc, et chez Chris Ware aussi, et chez Lucas, je pense que l'architecture et son lien à l'environnement, c'est aussi le sujet. Ici, c'est par exemple la ville de Bordeaux, la métropole de Bordeaux en rouge. Ensuite, c'est un détail de cette ville-là qui est bloquée à R+1, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire plus d'un niveau. Et en bas, c'est un exemple de logement qui a été construit aux États-Unis en 1960 par un architecte américain qui s'appelle Alfred Biddle et qui est extrêmement intéressant, c'est à Phoenix, parce qu'il est très dense, parce qu'il propose des modes de vie extrêmement
intéressants. Donc on a été voyager là-bas. C'est des exemples qu'on essaie ensuite non pas du tout d'importer, mais d'en comprendre les qualités et pour pouvoir proposer des nouvelles solutions, je dirais, d'habiter ici à Bordeaux. Vous disiez, en tant qu'architecte, vous aspirez à dessiner le moins possible. La place aussi de l'écrit et du récit est assez forte dans vos rendus. Vous avez publié même plusieurs livrets qui expliquent vos manières de travailler. Donc, comment vous faites ce rapport à l'écriture quand même Oui, alors Suzanne, mon associée, écrit plus. Oui. Moi, je dessine. Mais c'est vrai que pour nous, le dessin, c'est presque une continuité de l'écriture. C'est une façon autrement claire de dire les choses, mais les traits très fins qu'on voit en noir, ils ont quasiment la taille d'une écriture, ou en tout cas d'un texte. Et après, on ajoute de la couleur, etc. Mais les deux fonctionnent vraiment ensemble. Et parfois, un dessin sans légende sans titre ne fonctionne pas, quoi. Donc il y a une vraie relation entre les deux, et dans l'idée de pouvoir être le plus clair, pertinent possible pour la personne qui va le regarder. Et nous, c'est vrai que c'est souvent soit des habitants, soit des clients, des promoteurs, etc. Et on essaye de les zapper, de les rendre un peu comme ça, de percuter un petit peu pour pouvoir faire comprendre ce qu'on souhaite dire sur la ville, sur le sujet. Merci. Et pour vous, Lucas, parce que ce rapport entre évidemment le texte et le dessin en BD, il est évidemment assez présent. Et justement, la Chris Ware disait, la BD, est-ce que c'est l'art du dessin ou est-ce que c'est l'art du livre pour vous ? Ouais, alors, moi je conçois pas non plus la bande dessinée en dehors de l'objet livre, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui s'emparent de nouveaux médias numériques ou de nouvelles manières de lire. Donc je pense pas que ce soit cantonné au livre, bien qu'il y ait quand même cette en fait, pour moi, c'est très lié au dessin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une feuille de papier, un crayon, c'est l'essence du dessin, c'est un peu l'essence du livre. C'est-à-dire qu'il y a cette matérialité-là qui rentre en jeu. Donc pour ma part, moi, je ne conçois pas de faire de la bande dessinée autrement que dans un livre, ça c'est sûr. Et quand on voit effectivement la richesse des propositions, Chris Ware, c'est vraiment l'exemple parfait, mais il suffit d'aller dans une librairie de bande dessinée, ou pas que d'ailleurs, parce qu'il y a des livres de photos, de graphisme, d'architecture, sur tous les sujets, qui proposent des approches hyper inventives et hyper riches. Et je suis sûr qu'il y a plein de choses à inventer, à renouveler dans ce champ-là, quoi. Finalement, c'est peut-être même plus riche que l'écran, quoi, parce que une fois qu'on a fait 3 clics et qu'on a fait défiler j'ai l'impression que c'est assez limité, quoi. Et d'ailleurs, quand on voit des sites internet, par exemple, il y a eu une époque où il y avait des sites flash avec plein de choses qui s'inventaient et tout. En fait, au final, on a arrêté de faire ça parce que c'était incompréhensible et qu'on n'arrivait plus, quoi. Donc, et on est revenu juste au site basique avec des photos qui défilent. Alors que dans le livre, j'ai quand même l'impression qu'il y a continuellement des choses nouvelles qui se font, quoi. Voilà. Chris Ware, lui aussi, il a évoqué cette question de la représentation du temps, mais aussi à la fois son rapport au temps de création. Du coup, ça va être une double question, mais peut-être déjà, Anthony, comment vous intégrez en fait dans les projets architecturaux cette notion du temps, à la fois avant qu'un projet n'arrive, les hypothèses de fonctionnement dans un temps court et même plus long. Comment on traite ça quand on doit présenter le projet comme vous le faites, comme vous l'imaginez, comme vous le dessinez, en tout cas quand vous les présentez de prime abord? En fait, déjà, on a différents types de dessins, soit pour dessiner la grande échelle, etc., soit des plans plus rectilignes. Ensuite, on a d'autres types de dessins qui sont beaucoup plus à la main, qui sont un peu jetés comme ça, très furtifs. Et au bureau, on est 5-6 personnes et on travaille tous à notre manière sur ces dessins-là. Il y en a qui sont un peu plus experts dans les grands plans, grande échelle à gérer, c'est plus compliqué. D'autres plus c'est plutôt moi sur
des dessins un peu rapides, comme ça, furtifs. Mais c'est aussi voilà, un travail collectif de discussion. Et il n'y a pas ce moment, le moment un peu solitaire dont parlait Chris tout à l'heure, où il arrive très peu chez nous parce que déjà il y a énormément d'interlocuteurs, de discussions. Donc, et tant mieux, je dirais aussi, c'est ça qui construit un tout petit peu notre façon de faire. Mais il y a quelques moments où on sent que ça pleut un petit peu et qu'on dessine un peu seul et que les idées viennent en dessinant. Mais il faut qu'on soit assez rapide. Mais on a des outils qu'on a un peu développés pour ça, justement, une sorte de boîte à outils ou des logements déjà dessinés qu'on peut un peu réutiliser. On a des codes couleurs qui pour nous sont assez clairs. Le rouge, c'est plutôt le logement, c'est une question un peu importante, d'urgence. Le bleu, c'est plutôt une question de... C'est plutôt l'économie, les activités économiques, etc. Le vert, c'est la nature, l'agriculture. Et rien que ces trois couleurs ensemble, de façon un peu pure, c'est pour ça qu'on met vraiment rouge, ou vraiment bleu, rien qu'ensemble, il y a des questions énormes qui se posent sur la relation entre le logement et la nature, sur le logement et les activités économiques. Donc la couleur est aussi importante, mais on l'utilise de façon consciente. Et c'est vrai que dans l'aimant... C'est plutôt bienvenu au Centre Pompidou, où on a effectivement un code couleur extrêmement marqué, et dans le bâtiment, et dans nos usages du bâtiment. Oui, clairement. Et puis, qui est très stimulant, hein. Dès qu'on rentre, on respire, et on est dans une forme un peu d'abstraction, mais en même temps assez clair. Et dans l'aimant, il y a le rouge et le bleu qui naviguent un peu tout le long comme ça, qui est assez... on sent bien le rouge et le bleu, le côté un peu plutôt froid et le côté plutôt tout d'un coup plus rouge, quoi. Et je trouve que c'est assez visuellement, voilà, c'est une sorte aussi la question de la couleur est très importante. Merci pour cette réponse sur le temps qui est un petit peu vaste et vague, comme le dit Chris Ware, dans lequel on traverse. Peut-être une dernière question qui serait voilà, l'impression que vous avez des termes qui reviennent souvent en fait dans vos deux présentations, qui sont comment on pondère entre raconter une histoire et dessiner le monde, parce que c'est des choses en tout cas que j'ai pu relire dans vos deux récits et de pratiques. Lucas, peut-être pour commencer. Entre raconter une histoire et dessiner le monde, en bande dessinée, c'est la même chose en fait. Enfin, ça fait partie du même mouvement. On fait les deux simultanément, quoi. Certains auteurs, c'est mon cas, écrivent des scénarios. C'est parce qu'on a un peu peur peut-être de l'improvisation. J'ai l'impression que Chris Ware, lui, il se lance comme ça avec des idées plus ou moins nettes de ce qu'il va faire, mais en tout cas il y a une forme d'improvisation. Mais dessiner, c'est raconter en bande dessinée. Alors on se sert aussi du texte, etc. Mais il n'y a pas de... Justement, tout le challenge, c'est de trouver comment, quoi. Et chaque auteur a sa cuisine, et c'est ça qui est intéressant. Mais je peux pas faire de différence, quoi. Et nous, je dirais, dessiner, c'est comprendre. C'est-à-dire que tout d'un coup, en redessinant un peu des quartiers de ville, on s'aperçoit des choses et la réalité émerge. Donc on est toujours surpris par ça. Une fois qu'on a bien compris la réalité, à partir du moment où on peut se projeter aussi. Et donc c'est un peu plus... c'est de cette façon-là qu'on le... Et c'est vrai qu'on fait un peu des petits livres à notre manière, de façon très bricolée, mais aussi pour pouvoir raconter une histoire un tout petit peu plus lentement. Et c'est vrai que des fois, les gens veulent tout d'un coup, veulent tout comprendre d'un coup, et surtout en architecture, ce sont que des images qui passent. Et ça ne rentre pas dans le cerveau, je pense, de la même façon qu'une histoire. Alors la BD est trop longue pour nous, parce qu'on perd notre auditoire, on va dire, mais il y a des formats un peu plus courts qui font que les gens arrivent à rentrer dedans quand même, et à rentrer dans une complexité déjà plus riche, quoi. Et je pense que l'objet de la bande dessinée, en tout cas cette façon de compiler, c'est aussi une sorte d'art de la communication, de pouvoir communiquer les choses de façon le plus claire possible. Merci.
Merci d'avoir répondu à ces questions condensées sur les liens entre architecture et bande dessinée. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller à courir voir cette magnifique exposition qui vient juste d'ouvrir de Chris Ware, donc à la Bibliothèque publique d'information, et de vous procurer l'aimant de Luca Harari, qui sera d'ailleurs tout de suite en dédicace à la sortie de cette salle. Merci beaucoup, bonne soirée.